Merci donc d'honorer de votre présence le Laboratoire de la République dont vous êtes le membre fondateur et le président. Nous vous recevons aujourd'hui pour le livre que vous venez de publier et dont la presse parle énormément, qui s'appelle La Citadelle. Rappelons simplement un chiffre avant de commencer, 5. 5, vous avez été, on dit que le ministère de l'Éducation nationale est un siège éjectable, vous avez tenu 5 ans, un prodige, d'autant que depuis que vous êtes parti, il y a eu 5 autres ministres de l'Éducation nationale, ce qui prouve qu'effectivement le siège était éjectable. D'abord, merci, merci au Laboratoire de la République de m'avoir invité ce soir. Je suis vraiment très, très touché de cette invitation. Et je suis très heureux devant vous de pouvoir échanger autour de ce qui est écrit dans La Citadelle. C'est vrai que j'avais plusieurs objectifs, et l'un d'entre eux, qui est assez classique d'ailleurs, est tout simplement de dresser le bilan de ce qui s'est passé sur ces 5 années. Je commencerai par dire que justement, ce que j'ai voulu prouver en 5 ans, mais même en quelques mois au début de ces 5 années, c'était que le fameux cliché sur l'éducation nationale, le fameux animal préhistorique, immobile, irréformable, je dis tout ça avec des guillemets, en réalité, non, n'est pas irréformable. Et d'ailleurs, je vais dire plusieurs choses immodestes, j'excuse d'avance, mais je crois avoir démontré quelque chose qui maintenant est dans les esprits, c'est-à-dire que, à tel point que d'ailleurs le poste est devenu attractif pour certains, c'est-à-dire le fait que on s'est rendu compte que, en fait, si on pouvait faire des choses à l'éducation nationale, peut-être même que c'était l'endroit où on peut faire quelque chose, d'abord parce qu'il faut moins passer par le Parlement que dans d'autres ministères, mais surtout parce que c'est le sujet fondamental de la société. Ce qui est assez dramatique dans les années précédentes, dans les décennies précédentes, c'est qu'on a installé cette idée d'immobilisme, de fatalisme d'une certaine façon, et puis que l'endroit était devenu en quelque sorte radioactif sur le plan politique. Et je crois déjà en termes d'état d'esprit d'avoir voulu installer ça. C'est-à-dire, oui, le réformisme est possible à l'éducation nationale, mais pas la réforme pour la réforme en profondeur, qui parfois relève de choses très visibles sur le plan médiatique, mais souvent relève de beaucoup de choses qui ne se voient pas, mais qui ont d'autant plus d'importance. Et c'est pourquoi, en répondant à cette question, il y a les choses visibles, mais j'ai parfois envie de parler de choses invisibles. Je vais vous donner un seul exemple de ces choses invisibles. Ce n'est pas évidemment le premier sujet, mais ça en est très important. Le premier thème, c'est la formation des professeurs. Il n'y a pas de sujet plus important que la formation des professeurs, puisque c'est un peu comme pour un jardinier, la qualité de l'eau de son jardin. Et bien entendu, c'est un sujet de très long terme, et un ministre ne peut pas en très peu de temps tout changer en la matière. Mais par exemple, une des choses que nous avons faites dans les dernières années, et qui évidemment ne s'est absolument pas vue, qui ne fait l'objet d'aucun article, c'est qu'on a créé les classes préparatoires au professorat des écoles, c'est-à-dire qu'on a pris la force de ce que sont les classes préparatoires, c'est-à-dire l'excellence, la qualité, et on a proposé cette formule à des jeunes qui, en sortant du baccalauréat, vont devenir ensuite, ont déjà la vocation d'être professeurs des écoles, un peu comme sous la Troisième République, on prenait très jeunes les futurs enseignants, et on leur donne un bagage, notamment en français et en mathématiques, puissant, beaucoup plus approfondi que ce qui se passe habituellement, de façon à les préparer à être d'excellents professeurs des écoles au cours des décennies suivantes. Mais cette mesure, qui m'a fallu au moins 3 ans pour accomplir, pour plein de raisons dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, elle-même, pour produire son tout premier petit fruit, mais déjà 5 années d'incubation, si je peux dire, puisqu'il faut les 5 années de formation de ces jeunes, qui ensuite eux-mêmes vont mettre du temps à pleinement accomplir ce qu'ils ont à accomplir vis-à-vis d'enfants dont on verra les résultats au bout d'une dizaine d'années. Voilà la temporalité dans laquelle on s'inscrit. Je suis très fier d'avoir fait ça, et bien entendu, je n'en tire aucun bénéfice visible, ce qui n'est d'ailleurs pas grave. Donc des mesures comme celle-là, il y en a eu plein. Et en fait, quand vous êtes ministre de l'Éducation nationale, il faut en avoir un certain nombre d'abord en vision stratégique, et puis d'autres qui se présentent au quotidien, auxquels vous n'avez pas forcément pensé, mais où à chaque fois, enfin souvent plutôt, l'arbitrage, c'est un arbitrage entre le long terme et le court terme. Et souvent, quand vous avez un arbitrage à faire sur le long terme, c'est évidemment en ayant quelques inconvénients de court terme, ce qui nous renvoie à un problème
démocratique plus générale, au-delà de l'éducation, qui est, au fond, qui défend l'intérêt général face à tous ceux qui défendent les intérêts particuliers. Et c'est bien un thème du laboratoire de la République d'ailleurs, c'est que il y a, et c'est une problématique aussi philosophique sur la démocratie, c'est que par définition elle permet l'expression des intérêts particuliers, c'est très bien. Beaucoup d'acteurs s'en saisissent, y compris les acteurs les plus radicaux qui par définition sont les plus toniques pour défendre des intérêts et des visions particulières, et eux manifestent, s'organisent, ont même eux-mêmes un certain sens du long terme pour leur cause. Et en face, la République et la démocratie n'ont pas forcément le même répondant, n'ont pas le même dynamisme, la même tonicité. Et donc, le ministre de l'Éducation nationale est souvent, d'une certaine façon, le ministre des élèves face à des dizaines d'intérêts particuliers et des dizaines d'assauts. Et donc, ça a été, je crois pouvoir le dire, mon état d'esprit, d'être le ministre des élèves, le ministre du long terme. Et pour ça, il faut évidemment maintenir la barre, quoi qu'il arrive. L'exemple typique, et après tout, vous me demandez mon élément de fierté, je vais donc y venir. Je vais en donner un de crise et un structurel. L'élément de crise, c'est la crise sanitaire. Parce que, et je le mentionne maintenant parce que c'est une illustration de ce que je viens de dire. Pendant la crise sanitaire, vous êtes sans arrêt devant l'assaut de plein de revendications de court terme et d'injonctions parfois extraordinairement violentes auxquelles on vous demande d'obéir immédiatement. J'ai en tête des émissions de télévision démentielles par leur violence à mon endroit pour me demander des choses dont on peut juger aujourd'hui a posteriori qu'elles n'étaient pas les bonnes. Et résister à ça est extrêmement difficile. Dans le livre, j'en donne quelques exemples, mais je donne un exemple notamment de décision à prendre début 2021 sur fermer ou pas les écoles, où l'injonction de fermer est très très forte, d'autant plus qu'elle se réalise dans les autres pays européens, et où les insultes, les menaces même sont énormes pour me pousser à fermer, et on ne ferme pas. Et nous savons aujourd'hui que nous avons eu raison de ne pas fermer, moyennant quoi la France, c'est 12 semaines de fermeture des écoles sur l'ensemble de la crise sanitaire, et je l'illustre dans les annexes. L'Allemagne, c'est 38, l'Italie, l'Espagne, c'est des chiffres comparables. Un enfant américain sur 2 n'est pas allé à l'école pendant 1 an, etc., etc. Qui vous remercie de ça à la sortie d'une crise ? Personne. Qui manifeste dans la rue pour vous dire bravo, allez-y, continuez, oui, vous allez ? Personne. Et c'est normal d'ailleurs. En revanche, qui va tous les jours sur les plateaux pour dire assassin, casseur du service public, menteur ? Beaucoup de gens, je peux les citer. Et donc vous devez vivre ça. Et donc ma fierté, s'agissant des crises, c'est d'avoir, je crois, résisté autant que je le pouvais à ça, en payant un prix très élevé, puisque la somme de violence que vous accumulez contre vous ne se solde pas au moment où on se rend compte que vous avez raison. C'est l'inverse. Elle se démultiplie au moment... on pourrait citer bien d'autres exemples au-delà de l'éducation nationale de ça. Dans les guerres, par exemple, il se passe des choses comme ça. Et puis, sur le plan plus structurel, ma fierté, c'est l'école primaire quand même. C'est-à-dire ce qu'on a pu faire sur le sujet de l'école primaire par des mesures de fond peu visible et par d'autres très visible. La plus visible, la plus connue, c'est celle du dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire. Je rappelle qu'elle touche 400 000 enfants par an et que c'est encore le cas au moment où nous parlons. Qu'elle a contribué à une chose dont peu de gens parlent aussi, c'est que nous ne sommes plus, contrairement à ce qu'on entend parfois, le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. C'est fini, c'est plus le cas, mais personne ne le dit. Le niveau REP+, des élèves REP+, a atteint le niveau des élèves REP. Le niveau des élèves REP s'est rapproché des élèves non REP. Et quand je parle de ces élèves, je parle donc de 20% d'une cohorte, dont on sait à quel point il conditionne beaucoup de choses pour l'avenir du pays. Et donc cet élément-là, là aussi on en a énormément parlé au début, on en parle beaucoup moins aujourd'hui, c'est en vitesse de croisière, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça s'améliore, mais c'est quelque chose qui maintenant est installé, qui est structurel et qui a
qui a beaucoup d'importance. Mais c'est loin d'être la seule mesure pour l'école primaire. Il y en a une un peu visible et très importante à mes yeux, qui est l'évaluation de début d'année, de début de CP, de mi-CP, de début de CE1, de début de CM1, début de 6e, début de 4e, début de seconde. C'est décisif pour avoir une photographie du niveau de chaque enfant en France. Ceux d'entre vous qui en ont autour de vous, vous savez, c'est la saison, c'est en ce moment que ça se passe. Et ça permet d'avoir une vision personnalisée de l'évolution de chaque enfant, mais aussi une vision à l'échelle du pays et de chaque territoire du niveau des élèves et donc de ce qu'il faut faire pour que ça change. Et donc, c'est bien sûr, comme d'autres choses, au moment où c'est sorti, en fait, c'est un exemple typique, hein, c'est un cas d'école, c'est-à-dire au moment où vous le sortez, illustration de ce qu'on disait avant, vous avez d'abord ceux qui luttent contre ça, donc un certain nombre de syndicats qui expliquent que ça sert à rien ou que c'est du caporalisme, tout ça à la fois. Et puis après, vous réussissez à ce que ça rentre dans les habitudes. Les acteurs de terrain voient l'intérêt que ça a. Et puis bon, donc les conflits s'atténuent. Et puis quand il y a des changements de ministre, vous voyez revenir ça. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois une certaine fragilité. Par exemple, dans la période actuelle, il faut, j'espère qu'on continuera à tenir bon sur ça, parce que c'est ce qui évite à un système scolaire d'avancer dans la brume. Le système scolaire français, s'agissant d'école primaire, et même un peu du collège, désormais a des indicateurs. Nous sommes par exemple le seul pays au monde capable de définir élève par élève et à des échelles diverses l'impact du premier confinement sur le niveau des élèves. Puisque l'école primaire française a progressé tout en traversant la crise sanitaire. Et pourquoi ? Parce qu'on a plus limité les dégâts que les autres, et que non seulement on a limité les dégâts, mais qu'on a pris des mesures, comme les deux dont je viens de parler. Et la troisième, qui fait partie du bouquet, c'est ce qu'on appelle le plan français et le plan mathématique, qui est un plan de formation de tous les professeurs des écoles de France, inspiré par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, et qui, sur chacun des sous-ensembles précis des compétences en français et en mathématiques, la lecture, bien entendu, la fluidité de lecture, par exemple, la compréhension des textes, la géométrie, etc. Sur chacun de ces points-là, eh bien, en étant capable, en plus de voir les points forts et les points faibles de chaque école, bien, organise des formations transversales pour l'ensemble des professeurs des écoles. Et ça, c'est évidemment une action très en profondeur, dont on voit donc les premiers bourgeons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les évaluations nationales dont j'ai parlé, mais aussi les évaluations internationales, qui nous permettent de voir que cette cohorte-là, celle qui est entrée en 6e l'année dernière, cette cohorte qui a vécu ces réformes de l'école primaire, commence à être meilleure que ses devancières. Et là aussi, vous n'en entendez pas parler, et je vais terminer par là, vous avez 3 enquêtes internationales très robustes, très valables, que sont PISA, que tout le monde connaît, PIRLS et TIMSS. Donc PISA, c'est les élèves de 15 ans, et en français, maths et sciences. PIRLS, c'est les élèves de 8 ans quant à leur niveau de lecture. Et TIMSS, c'est les élèves de CM1 et de 4e quant à leur niveau de mathématiques essentiellement. Eh bien, la même année, c'est-à-dire l'année dernière, PIRLS et PISA sont sortis. PISA est apparu comme assez mauvais, ce qui n'est pas faux. Les élèves de 15 ans font partie de ceux qui ont pâti de la crise sanitaire et qui n'ont pas bénéficié des mesures pour l'école primaire. Même si, il faut tout de suite dire que quand vous entendez aussi de manière très automatique les discours sur PISA, genre la France a décroché, la France est dans une situation catastrophique. En réalité, effectivement, la situation n'est pas bonne, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est la même que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et tous les pays comparables. Et les pays en question ont chuté davantage que la France. C'est-à-dire que nous étions, par exemple, alors, pas de quoi se réjouir, hein, nous sommes tous dans un mouchoir de poche en termes de niveau, mais les autres pays ont chuté 2 fois plus que la France, ce qui fait qu'on était moins bons que les autres avant. Maintenant, on est tous aussi mauvais. J'en fais pas un grand argument, c'est juste que, mais je voudrais quand même resituer les choses par rapport à ce que vous entendez dans le discours politique. En revanche, la même année, c'est-à-dire l'année dernière, est sorti PIRLS, donc pour les élèves de 8 ans quant à leur niveau de lecture. Et là, 2 pays seulement ont connu une amélioration, là où tous les pays du monde ont malheureusement d'ailleurs fléchi, c'est le Portugal et la France. C'est-à-dire
comme je le disais tout à l'heure, non seulement nous n'avons pas reculé, mais nous avons même nous sommes légèrement améliorés. Alors, si on regarde la photo, elle reste faible. Si on regarde le film, il est très intéressant parce que c'est la première fois dans une évaluation internationale depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis un quart de siècle, que la tendance n'est pas à la baisse, mais à la remontée. Les mauvais esprits disent « bah oui, on a touché le fond de la piscine, donc désormais, forcément, vous remontez ». Alors, j'ai une réplique à ça. Si on regarde la Belgique francophone, qui est assez comparable à nous, ben, ils étaient au même niveau que nous dans le précédent Pearls, et malheureusement pour eux, continuent leur chute. Et nous avons rebondi. Et donc, c'est évidemment très encourageant. Encore une fois, on est sur des sujets de long terme. Là, on ne parle que de premiers petits bourgeons de politique qui ne peuvent produire des effets que dans la grande durée. Mais je crois que c'est important de le dire parce que c'est ce qui montre que oui, la réforme est possible, oui, les progrès sont possibles, il faut refuser le fatalisme et quelque chose est possible et c'est finalement la chose principale que je voulais dire. Un des grands avantages et un des grands intérêts de votre livre qui fait que la presse en a beaucoup parlé, c'est la Citadelle, c'est que vous parlez de ce qui s'est passé à l'intérieur du gouvernement, vous en parlez avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. On sait que le laboratoire de la République et ce que vous représentez dans l'espace politique français, c'est la République, la laïcité. Et à ce propos, vous dites une chose dans une interview récente, j'ai été assez seul au sein du pouvoir exécutif lorsqu'il a fallu condamner ces dérives. Il s'agit de la montée en puissance de l'intolérance au milieu universitaire. Et dans votre livre, vous écrivez également un paradoxe. Autant les visions étaient totalement convergentes dans ce type de réunion ministérielle, interministérielle, autant l'expression publique de cette vision devenait cauteleuse ensuite. Notre camp politique avait des pudeurs de gazelle. On l'a bien vu, n'importe quel observateur politique qui voyait ce qui se passait au sein du gouvernement voyait bien qu'il y avait une gêne. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? N'importe qui, observateur de la vie politique, voyait bien qu'au sein de ce qu'on appelait la Macronie, en tous les cas le gouvernement, il y avait des lignes divergentes en ce qui concerne la position à tenir envers la montée de l'islamisme. Et on voyait bien que vous étiez celui des membres du gouvernement, en tous les cas les principaux, qui avaient le plus la volonté de résister. Quand on vous lit, on a l'impression que vous avez été soutenu dans un premier temps et puis pas dans un second. Est-ce que ça correspond à ce qui s'est passé? Est-ce que ça va avec ce que vous dites aussi de la Macronie qui est passée du en même temps au zigzag? Comment vous avez ressenti le désaveu qui vous a été infligé progressivement? Parce que dans un premier temps, on a l'impression que vous étiez très soutenu, au contraire. Et vous dites également dans certaines de vos interviews que c'est à cause de ce manque de fermeté que le camp auquel vous appartenez politiquement a perdu les élections. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Oui, j'ai vraiment une conviction qui peut évidemment se discuter, mais en tout cas c'est ma conviction. Je vais commencer par la fin pour justement répondre au début, mais j'ai une conviction que si le président de la République avait tenu ce qu'on peut appeler la ligne des Mureaux, c'est-à-dire la ligne du discours qu'il a tenu en octobre 2020, qui était elle-même une ligne qui a mis du temps à mûrir, mais qui à la fin s'est traduit par quelque chose à la fois de très ferme et de très concret sur les enjeux, disons, d'autorité régalienne en général, et pas seulement de laïcité. Eh bien, si cette ligne-là, assez simple, assez claire, qu'à mon avis 70 à 80% des Français ont envie d'entendre, et qui, parce qu'elle n'est pas suffisamment entendue, fait le jeu des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, eh bien, si cette ligne avait été tenue, et avec une sorte de clarté, y compris par exemple dans la définition de qui me succédait à l'éducation nationale, etc., eh bien, si cette ligne avait été tenue, j'ai la conviction que les élections législatives de 2022 auraient donné une majorité absolue au président, et que tout ce que nous connaissons aujourd'hui se passerait évidemment très différemment. Et donc, je trouve que là, on aurait pu faire simple, on a fait compliqué, là on aurait pu faire simple et fort, on a fait compliqué et faible. Et voilà. Et après, évidemment, là c'est de la rétrofiction qui peut se discuter à l'infini, mais en tout cas, ma conviction est celle-là. Et je le regrette d'autant plus que c'est pas un jugement a posteriori, c'est quelque chose qu'on pouvait dire en direct et qui était en quelque sorte visible. Alors oui, je considère que nous avions une ligne qui, d'une certaine façon, a été à son moment le plus fort lorsqu'il y a le discours des Mureaux, qui ensuite d'ailleurs a
connu un certain accomplissement avec la loi confortant les principes de la République. Beaucoup de choses concrètes qu'il faut évidemment mettre à l'actif du président de la République et qui ont été de bonnes choses, de bons acquis. Simplement, cette ligne devait être préservée. Et pour moi, il y a ce que j'appelle le bon en même temps et le mauvais en même temps. Je crois toujours, encore aujourd'hui, au bon en même temps, c'est-à-dire au fait que sur les grands sujets de politique publique, très souvent, il faut savoir dépasser le clivage gauche-droite. Et de fait, les présidents de la République, depuis 1958, ont de près ou de loin eu à se mettre dans cette situation pour rassembler les Français. Et donc c'est une équation possible qui n'abolit pas le clivage gauche-droite, mais qui est nécessaire pour tout simplement faire avancer le pays. Et puis il y a le mauvais en même temps, qui consiste à dire un jour une chose et le lendemain son contraire. Et ça, évidemment, ça ne marche pas, et ça ne peut marcher dans aucun domaine, a fortiori dans les domaines régaliens, où on a besoin de clarté, de netteté et aussi d'une autorité constante. Et ces choses-là sont simples. Et mon récit veut restituer quand même la complexité ensuite de la façon dont ça s'est passé, parce que je ne veux être ni caricatural ni manichéen. Et par exemple, je rends grâce au président de la République, justement, de toutes ces premières années du premier quinquennat, où, à mes yeux, cette clarté était là, et cette ligne s'affirmait même. Elle s'est même affirmée de façon croissante à un certain moment. Et puis, elle s'est perdue pour différentes raisons, mais notamment parce qu'au sein de la majorité, certains peuvent avoir de l'urticaire avec le fait d'adopter une ligne républicaine claire, nette et précise. Alors, deux questions qui se rejoignent. D'abord, vous racontez votre lutte contre Bercy et contre Matignon pour augmenter le salaire des professeurs. Donc, on sent la puissance, en vérité, de Bercy. Mais si Bercy est si puissant, si les comptables gouvernent, comment expliquez-vous que la dette soit à ce niveau-là ? Et deuxième question, il y a un passage très intéressant où le président de la République vous demande, pendant le confinement, de l'aider à se libérer de l'emprise technocratique de son secrétaire général et puis du couple Édouard Philippe et son directeur de cabinet à cette époque-là. Alexis Kohler est toujours là. Est-ce que le président de la République est encore sous emprise technocratique ? Alors, plusieurs choses dans cette question. Sur Bercy, moi, je ne fais jamais de démagogie anti-Bercy. C'est-à-dire, heureusement qu'on a un ministère d'économie puissant et que ce ministère d'économie ait comme vocation, normalement, de veiller à l'équilibre des comptes. Mais il y a un problème qui, d'ailleurs, est vraiment très fortement dans l'actualité et que je voudrais vraiment souligner ce soir et que je soulignais à cette époque et que je soulignais dans le genre de débat que j'avais. C'est que la France a un énorme problème de dépenses publiques, c'est évident, mais il ne faut pas se tromper dans le diagnostic que l'on fait sur cette dépense publique. Quand on prend ce que l'on peut appeler les fonctions régaliennes de l'État, en prenant ces fonctions au sens large, et j'inclus l'éducation dans les fonctions régaliennes, qu'on pourrait appeler les fonctions régaliennes et d'investissement dans l'avenir, la France n'a pas de dépenses divergentes par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Si vous prenez un des exemples les plus typiques et tristes de ça, c'est la justice. Pendant des décennies, la France a investi beaucoup moins qu'un pays comme l'Allemagne, qui est lui-même vertueux en matière de finances publiques plus tôt. Et donc vous avez beaucoup plus de magistrats par habitant en Allemagne qu'en France. Et tant mieux pour toute la société et pour l'économie allemande, parce que, évidemment, quand vous attendez 3 ans les résultats d'un procès, ce n'est pas la même chose que quand vous avez un règlement bien fait en temps et en heure avec une justice qui a les moyens d'être elle-même. Donc, c'est évidemment une bêtise sans nom, parce qu'il y a des problèmes de déficit public, que d'aller rogner sur les moyens de la justice. Ce genre de diagnostic, le président les fait parfaitement, et c'est comme ça qu'on a d'ailleurs un budget de la justice qui a bien augmenté ces 3 dernières années, à juste titre, et c'est des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps. D'autant plus que je prends l'exemple de la justice, qui est de toute façon en plus un poste relativement peu important dans les dépenses de l'État, donc sur lequel on peut faire ce type d'effort matriciel pour des dépenses régaliennes. Mais ce que je viens de dire de la justice, mutatis mutandis, vaut pour la défense, l'intérieur, l'éducation nationale. Il ne faut surtout pas économiser sur des missions comme celle-là, où parfois même le problème est qu'on a sous-investi. En revanche,
là où la France est totalement divergente par rapport au reste du monde, c'est sur ces dépenses que j'appelle de réparation. Alors évidemment, ça renvoie à des choses qui sont douloureuses. Il n'y a pas une recette magique pour dire des choses non douloureuses là-dessus. Mais c'est quoi les dépenses de réparation? C'est les dépenses a posteriori aux problèmes de société. C'est tout ce qui a trait à l'assurance chômage, notre système de retraite tel qu'il est conçu, et plus globalement, généralement, nos politiques, disons, d'assistance et nos politiques familiales, qui peuvent être très critiquées les unes et les autres quant à leur efficacité, quant à leurs résultats, par exemple sur le retour à l'emploi des chômeurs, sur toute une série de sujets comme ça. Je ne vais pas refaire le débat sur les retraites, mais il y a évidemment tout à remettre à plat sur notre conception même du système de retraite, où nous dépensons beaucoup plus en pourcentage du PIB que les Allemands, justement. Et là, par contre, donc, la France représente 10 à 15%, selon les calculs, de la dépense sociale mondiale, alors que nous sommes moins de 1% de la population mondiale. Donc, il y a un éléphant au milieu de la pièce sur ces sujets, et je ne l'entends jamais comme je suis en train de vous le dire. Et pour moi, c'est un sujet politique fondamental, qui est que la France doit redevenir normale sous l'angle de ces dépenses-là, et elle résoudra dans la durée, puisque maintenant ce sera dans la durée, mais en tout cas dans le moyen terme, ces problèmes. Alors qu'en revanche, si la France continue à sacrifier ses dépenses d'investissement dans l'avenir pour le tonneau des Danaïdes de dépenses qui vont encore plus s'accentuer. Autrement dit, si vous éduquez mal, si vous avez une éducation nationale paupérisée, et que de l'autre côté, vous aurez plus de chômeurs, plus de personnes qui partent en pré-retraite, etc., dans la durée. Donc, vous rentrez dans un cercle vicieux dans la durée qui est insupportable. Donc, il faut avoir la lucidité de dire ces choses, et je les disais à l'époque. C'est pour ça que je n'étais pas du tout dans la situation du ministre dépensier qui dit mon domaine est le plus important, donc je veux de l'argent et grâce à ça tout ira bien. J'ai jamais été dans cette caricature. Je tenais ce discours de politique plus générale. Ça agaçait, ça agace, c'est comme ça, et c'est triste parce que c'est à mes yeux la réalité telle qu'elle est. Et donc oui, on pouvait faire des économies. Et d'ailleurs, là encore, le président de la République, je tiens à le dire, n'a pas du tout été inerte par rapport à ça. Par exemple, sur la question de l'assurance chômage, il a fait avancer des choses. Sur la retraite, l'échec du fait essentiellement de la crise sanitaire de la première réforme des retraites est, à mon avis, assez dramatique, puisque la retraite à points aurait été le premier pas pour une vraie remise à plat du système. Alors que la deuxième réforme des retraites est un peu une réforme ponctuelle qu'il va falloir remettre sur le tapis dans très peu de temps, et donc et le tout en ayant perdu des mois et des mois de grève, de tensions sociales, etc. Donc c'est à mon avis typiquement quelque chose qui a été mal emmanché, là où la première réforme avait plus d'intérêt. Mais en tout cas, le président de la République était tout à fait conscient de ces sujets. Mais avec le temps qui passe, une espèce de dérive s'est passée sur ces questions. Et donc, voilà l'explication que je peux donner de pourquoi Bercy peut, tout en ayant beaucoup de pouvoir, être dans une situation en réalité inextricable. C'est pas la faute de Bercy en tant que tel. Il faut, sur ce sujet comme sur d'autres, ne pas se créer des espèces de fétiches négatifs. Mais c'est vraiment une vraie vision politique qui doit s'exprimer là-dessus, et qui ensuite Bercy accomplira si cette vision politique est portée. Ce dont nous avions tout à fait les moyens politiques au début du premier quinquennat. Alors, parlons un peu de la situation politique que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Vous êtes professeur de droit constitutionnel, vous êtes un spécialiste de notre Constitution. Dans quel sens souhaiteriez-vous voir évoluer nos institutions, en particulier en ce qui concerne les pouvoirs du président de la République? Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel comme celui des Américains. Le président dispose du pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale comme il vient de le faire. Le président américain n'en dispose pas. Il semble, en vous lisant, que vous avez le sentiment que les pouvoirs présidentiels sont excessifs, mais en même temps, vous avez l'air de dire également qu'ils ne sont pas suffisants dans d'autres domaines. Comment vous verriez l'équilibre entre nos institutions, le Parlement, le Président de la République, le gouvernement, aujourd'hui, dans la situation terrible dans laquelle nous nous trouvons, puisque nous n'avons pas de majorité? Alors, votre question est loin d'être la plus facile, et c'est un peu elle qui donne son titre au livre. Si je l'ai baptisé ainsi, j'ai utilisé ce mot de façon polysémique d'ailleurs, puisque le livre débute par une citation de Saint-Exupéry sur finalement la double nature du pouvoir. Soit le pouvoir est pure ambition individuelle et en réalité ça n'a aucun intérêt, soit il est ce qui est créatif et il est évidemment la chose
la plus noble. Et la citadelle, c'est ça aussi. C'est-à-dire la citadelle, c'est soit l'enfermement du pouvoir sur lui-même, qui est ce qui menace tout pouvoir, pas spécialement l'Élysée de la Ve République, ou même le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr. Et moi-même, d'ailleurs, peut-être me suis-je un peu citadélisé à la fin. C'est une pente naturelle contre laquelle on doit toujours lutter. Et puis la citadelle intérieure, celle des stoïciens, qui au contraire est là a un sens très positif, c'est-à-dire le corps de principes auquel on doit tenir et qui permet non seulement d'être sur la défensive, mais aussi à l'offensif pour les principes auxquels on croit. Et s'agissant du risque, cette fois-ci donc négatif, de citadélisation du pouvoir présidentiel sous la Ve République, je suis je suis dans une situation de tension des principes qui m'habitent, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un côté, pour ma part, et en tant que professeur de droit constitutionnel, je suis vraiment un défenseur des institutions de la Ve République. Je le suis encore aujourd'hui. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme de désinvolture à parler de 6e République, parce que c'est vraiment, d'abord, c'est un fourre-tout dans lequel chacun met ce qu'il veut, et c'est ne pas se rendre compte à quel point il y a un acquis gigantesque dans le fait d'avoir le même régime maintenant depuis pratiquement 3/4 de siècle. Et on est en train, rappelons-le, de battre le record de la Troisième République dans un pays, la France, qui en dehors de ça n'a connu que l'instabilité constitutionnelle. Et quand on voit ce que nous vivons actuellement, on peut imaginer ce que ça donnait si on partait vers l'inconnu constitutionnel en sortant de la Ve République. Je ne vois pas quel autre système constitutionnel d'un seul coup réussirait à réunir 70% des gens et créerait un socle permettant d'avoir une vie politique démocratique. Donc il y a quelque chose de dangereux, de l'ordre de l'apprenti sorcier, à parler de 6e République. Et pour ces raisons-là, qui sont d'ailleurs longues à développer, parce qu'il y a plein de raisons de la force de la Ve République. Il y a la nature de la séparation des pouvoirs, il y a évidemment le mode de scrutin, je vais y revenir, mais il y a aussi la manière dont elle synthétise les différents régimes qui existent en France depuis 1789, et donc où, a posteriori, elle reconstruit une forme d'unité de notre histoire dont nous étions dépourvus. Si on se compare aux États-Unis, ils ont une constitution depuis 1787. Personne aux États-Unis parle de Deuxième République, ou personne, même le plus fou des extrémistes, et il n'en manque pas, ne dit pas je vais changer la constitution américaine. Il irait à l'asile directement, et tout le monde sait que c'est, mais pour des raisons plus fortes aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire que c'est carrément la constitution qui construit le pays. C'est sur la base de la constitution que le pays existe. Donc on ne va pas tirer le tapis sous les pieds du pays. Mais en France, c'est pas parce qu'on a une construction de l'État et de la nation qui précède 1789 et qui précède chacune de nos constitutions que pour autant la Constitution est un papier sans intérêt. C'est évidemment fondamental. Donc on doit tenir à cette force des institutions. Et à l'intérieur de ça, la force du président de la République me paraît quelque chose de très important, parce que quand on se compare aux autres pays européens, il faut parfois voir les éléments d'immobilisme qui existent, notamment dans les démocraties parlementaires européennes, mais même aux États-Unis, dans la difficulté du régime présidentiel américain à faire avancer des réformes du fait des différences entre le président et le Congrès, de pertes de temps considérables, des effets du lobbying. Enfin, je ne vais pas faire une analyse comparée des régimes ce soir, mais la situation est loin d'être parfaite dans les autres pays. Et donc, une 5e République bien habitée, si je puis dire, peut vraiment être réellement supérieure aux autres systèmes, parce qu'elle combine des éléments du régime parlementaire avec une force du président de la République. Le problème, c'est que nous vivons depuis un certain temps une forme d'accentuation des pouvoirs présidentiels qui non pas au service de l'efficacité de l'action publique, mais au service d'une forme d'enfermement de la présidence elle-même. Donc, à mes yeux, ce qui s'est passé, c'est ce processus que j'essaye de décrire dans le livre. C'est pour ça que j'utilise essentiellement la chronologie, pour que le lecteur puisse en quelque sorte vivre de l'intérieur cela, et de manière nuancée, complexe, parce que les choses ne basculent pas du blanc vers le noir du jour au lendemain, mais pour au fond illustrer la thèse qui est la mienne aujourd'hui, qui est que la crise sanitaire a créé
une inévitable concentration du pouvoir est souhaitable dans ce moment-là, et que d'ailleurs les institutions de la Ve République étaient particulièrement adaptées pour la gestion de cette crise. Mais la crise étant passée, il y a eu ce que j'appelle le Covid long de l'Élysée, c'est-à-dire le fait que l'Élysée a continué à agir comme si on pouvait gérer à deux l'État, ce qui est évidemment une folie. Si vous gérez à deux l'État, avec un président qui va un peu sur le terrain, qui accepte de prendre les tomates, et puis un secrétaire général qui est à la maison pour tous les jours prendre 250 décisions, les nominations, les décrets, l'ordre du jour de l'Assemblée, enfin tout, vous créez évidemment une embolie, une thrombose que chacun connaît dans n'importe quelle organisation. Et donc l'indispensable respiration du système n'existe plus. C'est évidemment extrêmement paradoxal, puisque le président avait été élu sur la promesse exactement inverse de la participation, de la bienveillance, de l'ouverture, qui peuvent très bien aller avec les institutions de la Ve. Alors, ça répond en partie à votre question, mais pas complètement, puisqu'au fond, la conclusion logique de ce que je viens de dire serait de dire, au fond, il faut une forme d'autodiscipline de celui qui est élu, pour, même si les institutions ne le lui imposent pas, par exemple, ne pas dissoudre le soir des élections, mais ne pas juste passer un coup de fil pratiquement à la sauvette à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, ce qui est une version extrêmement spéciale d'interprétation de l'article 12 de la Constitution, qui dit qu'on doit consulter le président du Sénat, consulter le président ou la présidente de l'Assemblée. Et voilà, donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'on prend quelques jours, qu'on les reçoit, qu'on les écoute pour de vrai, qu'on essaye d'en faire son miel, et qu'après, on prend une décision qui effectivement est inévitablement une décision unique, mais qui, si on respecte l'esprit de Montesquieu et l'esprit de la Ve République, vous mène à d'autres résultats que celui qu'on a eu. Donc c'est difficile de faire la part entre la lettre de la Constitution et l'esprit de la Constitution. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez fait mention de ma qualité de professeur de droit constitutionnel, mais je pense qu'un président de la République devrait, avant sa prise de fonction, reprendre un cours d'histoire constitutionnelle, parce que trop de présidents ont une version instrumentale de la Constitution. On ne fait pas un coup, et d'ailleurs d'autres présidents ont succombé à ça, on ne fait pas des coups avec la Constitution. La Constitution, c'est un contrat social, c'est ce qui unit les Français. Vous ne dites pas, avec l'article machin, je vais bien avoir l'opposition bidule, je vais les prendre de vitesse, etc. C'est pas du tout ce qu'est une Constitution, et de toute façon, c'est un boomerang. Si vous faites ça, c'est vous qui perdez. Donc ça ne sert ni l'intérêt général, ni votre intérêt politique. Donc, donc, on pourrait espérer que la vision de la Constitution permette, sans rien changer aux institutions, sans rentrer dans le concours Lépine des réformes constitutionnelles, tout simplement bien faire vivre la Ve République. C'est pour ça que je n'ai pas une idée géniale à proposer pour dire si on changeait tel ou tel aspect. Alors évidemment, on peut avoir des idées. Mais par exemple, je suis extrêmement réservé sur les débats actuels sur le scrutin proportionnel, parce qu'il me rappelle les débats qu'on a eu sur le quinquennat ou sur le cumul des mandats. C'est-à-dire on se précipite vers des idées qui paraissent chatoyantes, mais qui, à l'usage, ont des effets qui ne sont pas que positifs. Et là, par exemple, si demain on fait le scrutin proportionnel, très bien, je ne suis pas foncièrement contre. Mais on aura comme résultat, en gros, le genre de choses que nous avons justement actuellement avec le scrutin majoritaire. Au lieu de l'avoir de façon possible, on l'aura de façon certaine. Et il n'y a pas de quoi se satisfaire, à mon avis, de ça. C'est pourquoi, à mon avis, il faut rester au scrutin majoritaire, faire évoluer certaines choses. J'ai vu des idées, par exemple, ce qu'a dit Édouard Philippe me va bien sur cette question. Et ce que je viens de dire ne vaut pas allégeance, ne vaut pas parce que comme tout est filmé et commenté, c'est juste qu'il peut y avoir des bonnes idées partout. Et celle-là, le fait par exemple de dire qu'il doit y avoir 2 candidats plutôt qu'au deuxième tour plutôt que des triangulaires, ce que nous avons à l'élection présidentielle, me paraît par exemple typiquement un aménagement permettant... Mais en tout cas, on doit quand même continuer à viser, comme c'était le cas
chez les constituants en 1958, qui soigneusement d'ailleurs n'ont pas mis le mode de scrutin dans la Constitution, on doit viser quand même d'obtenir une majorité qui permet de gouverner. Vous évoquez le fameux discours des Mureaux où le président de la République a dit le problème c'est le séparatisme islamiste. Pourquoi est-ce qu'il a tant tardé à s'exprimer, à donner une ligne sur ce sujet-là? Et plusieurs années plus tard, on voit bien que le sentiment, on a tous le sentiment que le séparatisme continue de progresser et n'a pas régressé. Comment vous l'expliquez? Voilà, comment vous l'expliquez? Sur le temps pour produire le discours des Mureaux et derrière la loi et les différentes mesures qui vont avec, il y a de bonnes et de mauvaises raisons. Du côté des bonnes raisons, il y a la nécessité de mûrir un certain nombre de choses, de rassembler aussi autour de ce qui allait être dit, et puis d'être précis et concret sur les mesures attendues. De ce point de vue-là, par exemple, le président avait une attention très particulière, à juste titre, sur le financement étranger des mouvements islamistes ou même des mosquées, de façon générale, de la vie religieuse. Et donc, avec les effets pervers multiples qu'il y a derrière le caractère sauvage qui existait de ces financements étrangers. Donc, c'est technique, c'est complexe, c'est international, ça a nécessité toute une préparation. Et voilà un exemple important des raisons pour lesquelles cela a duré. Du côté des mauvaises raisons, il y a, disons, le germe de ce qu'on a vu ultérieurement, c'est-à-dire la volonté de ménager la chèvre et le chou, une procrastination assez constatable sur d'autres sujets. Et donc voilà, et ça a été aussi une des causes incontestablement. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, le discours est quand même le discours depuis 20 ou 30 ans qui allait le plus loin sur le sujet et avec la loi la plus précise qui soit sur le sujet. Le fait, par exemple, moi, en tant que ministre de la Jeunesse, j'ai eu à inspirer et à mettre en œuvre toutes les mesures qui exigent de la part des associations qu'elles s'engagent à un certain nombre de principes si elles veulent recevoir des subsides publics. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais de toute façon, il n'y a pas une seule mesure à prendre, il y en a un bouquet, et celle-là est un véritable, et par exemple, un véritable progrès. Je crois que c'est le moment des questions de la salle. Oui, bonsoir. On connaît l'importance des programmes d'histoire dans la construction de la citoyenneté. Et il y a quelques mois, j'entendais sur une antenne publique un historien décolonial, un de ceux qui s'attelle à déconstruire le roman national, qui était interviewé par une journaliste qui lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'il répondait. Il s'agissait de Pascal Blanchard, d'ailleurs, pour ne pas le nommer. Et la journaliste l'a interrogé sur ceux qui, au sein de l'université, contestaient la validité de ses recherches. Il s'agissait d'ailleurs de Franck Aguiev et Dominique Flatters, qu'on a reçu il y a quelques semaines ici. Et il a eu cette réponse que j'ai trouvée d'une arrogance extrême. Il a dit « Ces gens-là ont déjà perdu parce que nous tenons des programmes ». Alors je voudrais savoir de votre poste d'observation, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation péremptoire, et si c'est bien le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Vous entendre peut-être sur comment l'administration a-t-elle évolué. Elle est capable du meilleur. J'ai participé à la DGESCO, au dédoublement des CP entre mai 2017 et septembre, donc on est capable de faire des grandes choses. La réforme des régions académiques, pour moi, a été un frein qui a des conséquences sur la gouvernance des établissements. Vous n'avez pas beaucoup parlé aussi de la relation, dans votre livre, de la relation aux collectivités locales, et je pense que les différentes réformes dites de décentralisation, que ce soit l'orientation, la délégation aux régions de l'autorité fonctionnelle sur les gestionnaires, etc., est inaboutie, fait de la complexité, et ce qui m'a valu un témoignage d'un proviseur il y a quelques jours qui m'a dit au fond, on n'est que des chefs en papier. Du coup, je tiens à dire que votre réforme du baccalauréat, je l'ai trouvée à la fois brillante et courageuse, et à titre personnel, j'en ai bénéficié et j'en étais très heureux. C'était pour le bref préambule. Et ensuite, j'avais une question concernant l'éducation dans le premier degré. J'ai constaté empiriquement que beaucoup de professeurs étaient
démotivés à l'idée d'être extrêmement courageux et investis dans leur travail, et que, pour parler très concrètement, ils étaient payés de la même manière, à la même hauteur que ceux qui ne faisaient absolument rien. Et donc j'avais une idée à vous soumettre, et pour que vous me disiez ce que vous en pensez, qui est une sorte d'ouverture à la concurrence très légère, mais simplement de valoriser de manière, sur le plan salarial, les professeurs les plus investis, en faisant par exemple davantage d'inspections, voilà, on pourrait dédoubler les inspecteurs, ou en dédier certains simplement à la pédagogie par exemple, parce que bon, le rôle d'inspecteur à la fois pédagogique et administratif est parfois complexe à gérer sur les deux plans. Voilà, je m'arrête là. Merci. Votre livre est très intéressant sur différents points, mieux comprendre l'anachronie, mais aussi sur le sujet du pouvoir. Et je voulais savoir si, elle est un peu légère la question, si votre histoire, est-ce qu'on peut faire référence à la chanson de Guy Béard, qui dit le premier qui dit la vérité doit être exécuté, sur les différents points que vous avez mentionnés, tout ce que vous avez dit sur l'islamo-gauchisme ou d'autres sujets de ce type. Et d'ailleurs, ça fait référence aussi à un point du discours du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, qui a dit plusieurs fois qu'il fallait justement dire la vérité, maintenant en français. Un petit témoignage et une question qui va avec, concernant l'éducation, et une partie particulière qui est les lycées professionnels. Donc j'ai une expérience d'enseignant en lycée professionnel, bon, je suis retraité maintenant, et alors je veux dire que les 5 années, je n'ai pas tellement senti la différence, mais bon, j'étais plutôt d'accord avec ce que vous disiez, mais il me semble qu'il y a un problème de fond de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire une décrédibilisation progressive de notre parole enseignante, et une des raisons que j'ai pu observer, c'est quand même, je vais le résumer juste par une remarque qu'un élève m'a fait au début d'une année où il savait qu'il avait un examen à la fin, je ne sais plus si c'était le CAP ou le PE, qui m'a dit « Oh, mais monsieur, je lui dis, mais attends, si tu ne mets pas au travail, tu n'y arriveras pas. » Il dit « Ne t'inquiétez pas, je l'aurai quand même. » Il avait compris que sans travailler, il l'aurait. Et effectivement, au niveau des examens, on voyait que, enfin, je voyais que ma manière de noter était quand même beaucoup plus sévère que ce qui nous était demandé au niveau des examens. Donc, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là? Les professeurs, il faut bien sûr les former, les évaluer à l'intérieur, mais il faut surtout les payer. Je sais que vous aviez un programme important et que vous y êtes pas arrivé, je crois. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment faire pour attirer les professeurs avec de bons salaires? Certaines questions, je peux les relier. Je pense à la question 1 et la question 3 sur le Conseil des sages dans l'enseignement supérieur et sur ce que vous avez dit, monsieur, sur les intellectuels, sur la pensée unique à l'université. Parce qu'en effet, le macartisme, il n'y a pas un risque de macartisme, il y a un macartisme. Cette chape de plomb sur l'université, elle existe heureusement pas dans toutes les universités, pas de manière uniforme et absolue, mais elle existe de façon évidente. D'ailleurs, quand vous avez été 100 à me soutenir, et je vous en remercie, il y en a eu 2000 pour faire la pétition inverse derrière et dire à quel point ce que j'avais dit était ignoble. Donc ça donnait une idée à la fois de votre courage et du rapport de force. Et donc cette pensée... alors évidemment, dans les deux... si on fait une analyse qualitative, pardon, ce que je vais dire, mais c'était 2000, c'était soi-disant 2000 académiques, mais si on regardait dans le détail, c'était vraiment tout le monde et son contraire, si je puis dire. Mais le fait est que ce que ça dit de la puissance de ce qui se joue, des rapports de force qui sont là, doit nous inciter à être toujours plus organisés, à rechercher justement, nous aussi, les effets d'organisation. Alors, par rapport à vos deux questions regroupées qui sont essentielles, puisque c'est pour ça que le laboratoire de la République se veut gramscien, parce qu'on n'y arrivera que si on agit sur les matrices de ce qui fait l'espace public, et donc la formation académique en particulier, le monde médiatique aussi. Or, toute une série de poisons se sont répandus dans les dernières décennies, et pas seulement à une échelle française, bien sûr, on le sait tous. Donc, donc je trouve qu'il y a différents niveaux du combat. Il y a le combat intellectuel, qui doit rester le combat intellectuel, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de citer, et il faut évidemment préserver la liberté académique, que ce soit en milieu universitaire, dans la presse, etc., et être uniquement avec ce critère-là. Puis après, il y a ce qui se passe en termes de comportement dans un établissement. Et là, il y a des choses qui doivent être tout simplement refusées. Évidemment, justement, tout ce qui a trait à la limitation de la liberté de penser d'autrui, tout ce qui a trait à une forme de violence, qui peut même être parfois une violence verbale. Vous voyez, j'ai fait une conférence à Strasbourg il y a une semaine,
devant un amphi de 300 personnes. Les 10 premières minutes ont été occupées par 15 des 300 personnes qui étaient vociférantes sur les sujets du Proche-Orient, ne pratiquant que l'insulte, l'invective, etc. Mais ils sont partis au bout d'un quart d'heure, et sous une partie de huées, une partie d'applaudissements assez significative de l'espèce de situation tangente dans laquelle nous sommes. Et puis après, on a pu parler pendant 2 heures avec des personnes de bonne foi, et arriver quand même à sentir des formes d'accord sur les choses essentielles aujourd'hui, que sont nos principes humanistes et universalistes. Donc la partie n'est pas perdue, mais il faut avoir comme critère, me semble-t-il, les conditions du débat. Et c'est aussi ce que le laboratoire cherche à pousser, c'est-à-dire déjà être d'accord pour débattre et favoriser la nuance, l'équilibre, la complexité, plutôt que le combat violent, qui soit oral et parfois physique, doit être le premier des critères, et c'est même à ça que sert normalement déjà et avant tout l'université. Donc c'est compatible avec l'idée d'un conseil des sages de l'enseignement supérieur. Mais comme vous avez commencé à le dire, bien sûr, une telle idée ne peut pas être l'exacte transposition de ce qui se passe dans l'enseignement scolaire, mais l'édition justement dans le détail des principes que je viens d'énoncer. Et j'avoue que là aussi, c'est un peu comme sur les institutions. J'évolue en regardant. Je pense que c'est la question notamment de signes ostentatoires à l'université, pour laquelle j'ai souvent pensé que, au-delà de 18 ans, évidemment, il y avait des règles de liberté qui étaient différentes. Je le pense toujours. Je pense que cette liberté ne va pas jusqu'à n'importe quoi, parce qu'il y a clairement aujourd'hui de la poussée islamiste en milieu universitaire. Elle est organisée, et on ne doit pas être naïf par rapport à ces sujets. Il faut installer le contrepoison par rapport à ça. Et donc je crois que ce qu'a dit le ministre de l'Enseignement supérieur va dans la bonne direction, et qu'en effet il y a la place pour une telle instance, mais qui justement agirait selon des principes sains, républicains et démocratiques. Sur ce qui a pu être dit sur la question des programmes, et justement c'est très relié au point précédent, disons de l'influence d'une certaine partie du spectre intellectuel sur les programmes. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas en France, désormais, et c'est une mesure qui a été prise avant moi, mais que nous avons en quelque sorte fait évoluer, il y a un Conseil supérieur des programmes qui a notamment changé tous les programmes du lycée. Et je crois que chacun peut le voir, les programmes du lycée ne sont pas emblématiques d'une quelconque idéologie, ni dans un sens ni dans un autre d'ailleurs. Il ne s'agit pas justement d'idéologiser les programmes, mais au contraire d'éviter qu'ils le soient. Et je crois pouvoir dire, mais ça doit se regarder programme par programme, il y en a qui sont particulièrement sensibles, notamment histoire, géographie et sciences économiques et sociales. Et j'invite chacun d'ailleurs à comparer les programmes d'avant et les programmes d'aujourd'hui. Ils sont à la fois plus exigeants et plus neutres idéologiquement, et plus équilibrés. Et donc, il n'y a pas de pente fatale en la matière. Par contre, que les plus idéologues de notre vie intellectuelle aient des véritables stratégies pour influencer les choses, c'est une vérité, et de temps en temps ils le disent de manière aussi claire que vous l'avez restitué. Et ce combat ne se situe pas que dans les programmes. Je pense par exemple au manuel scolaire, où ce type de questions se pose. Sur l'administration de l'éducation nationale, donc je voudrais redire à quel point, et je vais relier ce point-là à certaines questions qui ont été posées ultérieurement. J'ai, oui, en effet, la conviction de sa capacité à être agile. Je suis assez d'accord avec les points que vous avez dit. Il y a d'ailleurs des choses qui ont été réussies, d'autres qui sont très complexes, notamment sur l'administration régionale de l'éducation nationale. Mais pour ce qui a trait, vous avez conclu en utilisant l'expression chef d'établissement de papier. Je pense qu'on est au cœur de certains des sujets de la France, et pas seulement pour l'éducation nationale, qui est la déconcentration, la décentralisation des pouvoirs, dès lors que ça va avec la responsabilisation. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en France, nous sommes encore très immatures sur ces sujets. Je vais donner un exemple qui parfois peut fâcher, mais au moment de la crise sanitaire, vous avez eu les problèmes de masques au début, chacun s'en souvient. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de concours des responsables de collectivités locales pour dire « Ah, moi j'ai obtenu 2000 masques en Chine, etc. Nous, les collectivités locales, on est beaucoup plus fort que l'État, qui est nul, etc. » Bon.
l'État qui a ses qualités et ses défauts, et qui dans la crise Covid a souvent été en mode diesel, c'est-à-dire assez moyen au début, puis assez opérationnel au bout de quelques semaines, a fait à des échelles énormes le travail de fournir les masques, etc. Et nous, Français, nous sommes habitués à ce que si ça se fait, c'est normal. Et s'il y a le moindre problème, c'est ça qui n'est pas normal. Et donc, nous avons eu plein de choses gratuitement que d'autres pays n'ont pas eu. Plein de choses se sont faites en la matière. Et puis après, il y avait le sujet, j'en parle dans le livre, vous vous en souvenez, des purificateurs d'air et des mesureurs de CO2. C'est au cœur de la compétence des collectivités locales. Qu'est-ce que vous avez entendu à ce moment-là? C'est scandaleux, le ministre de l'Éducation ne fait rien pour qu'il y en ait. Or, c'était justement là où il fallait qu'ils agissent. Je ne rentre pas dans tous les détails de cette histoire, mais elle est très significative. C'est-à-dire on veut faire ce qu'on n'a pas à faire, on ne fait pas ce qu'on a à faire. Quand on a une responsabilité, quand on a une compétence, on est d'accord pour l'exercer si c'est synonyme de je fais ce que je veux. Mais dès que c'est je dois rendre compte du résultat où ça ne se passe mal, c'est de la faute de papa État ou de maman État. Et donc il y a une immaturité française sur ces sujets qui est délirante en réalité. Et la grande mise à plat en ces matières n'est pas d'aller forcément vers toujours un pas de plus dans la décentralisation, parce que ça c'est comme les records d'athlétisme, un jour ça a une fin. Enfin, il faut bien, on ne pourra pas le 100 mètres en 5 secondes un jour, je pense pas. Et donc la décentralisation, il faut qu'elle s'arrête. En revanche, elle doit se réguler beaucoup plus. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que tout ceci signifie, mais je pense qu'il faut toujours associer pouvoir que l'on donne aux acteurs de terrain avec responsabilisation, et c'est la clé de ce qui pourra se passer à l'éducation nationale. Alors ça rejoint la question suivante, qui était sur la motivation des acteurs. Alors d'abord, merci pour ce que vous avez dit sur la réforme du lycée. Ça me fait plaisir. Je voudrais dire, évidemment, j'ai dit qu'au début je serais immodeste, donc ce soir c'est un plaisir, mais je rencontre sans arrêt des lycéens qui me disent ça. Et honnêtement, si vous allumez votre radio, votre télévision, c'est pas ce que vous entendez sur la réforme du lycée. C'est une réforme qui, même dans les enquêtes, montre une majorité forte d'adhésion de la part des lycéens, parce qu'ils savent ce qu'il en est, et par contre, du doute dans le monde adulte. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est assez typique des blocages de notre société. Moi, je suis très fier de la réforme du lycée. Bien sûr, on peut argumenter à l'infini sur ses qualités et ses défauts. Des défauts, elle en a forcément. Je pense que c'est une modernisation extrême de notre système. Je n'ai pas le temps ce soir de développer, mais en tout cas, je l'assume, je le défends comme tel. Et si j'ai d'ailleurs un grief vis-à-vis du président de la République sur ces questions, c'est justement de ne pas du tout assumer. Normalement, cette réforme, c'est une réforme Macron, c'est pas une réforme Blanquer. Et le fait que ce soit une réforme Blanquer, que je sois obligé, même aujourd'hui, d'être le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, officieux, pour dire à quel point c'est intéressant, à quel point il faudrait faire comme ci, à quel point il faudrait faire comme ça, et que c'est pas porté par la majorité qui a et sapristi, les grands principes étaient dans le programme présidentiel de 2017. Et il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels on a la réforme honteuse à ce point. Or, il y a quelque chose d'énorme qui a été produit, qui est fait pour moderniser la France, qui est fait pour que les élèves soient mieux préparés à l'enseignement supérieur. Je rappelle que dans la situation précédente, il y avait 60% d'échecs en fin de première année de l'enseignement supérieur. Et donc, j'assume complètement que les programmes soient devenus plus exigeants, que les élèves aient plus de choix, qu'ils aient une préparation à l'enseignement supérieur mieux faite, etc., etc. Et c'est évidemment toujours heureux d'avoir un témoignage de cela de la part des principaux concernés. Et sur la réforme que vous suggérez, c'est-à-dire mieux motiver les professeurs, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été un petit peu fait après moi, et évidemment, j'ai fait partie des gens qui avaient poussé à ça, donc j'ai été heureux que ça s'accomplisse avec en plus des moyens supplémentaires importants, notamment en proposant aux professeurs donc, de pouvoir accomplir des missions en plus de leur enseignement et moyennant une augmentation de leur rémunération. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais je renverrai mais je suis plutôt d'accord avec l'esprit, sachant que c'est plus facile à dire qu'à faire sur le plan pratique, mais il faut évidemment beaucoup plus personnaliser le parcours de carrière des professeurs.
on a commencé des choses intéressantes sur cette question, j'en parle dans le livre, mais c'est évidemment dans ce sens qu'il faut aller. Il faut que le professeur se sente accompagné dans sa vie professionnelle et ne se sente pas comme un petit poids anonyme. Et puis, oui, la chanson de Guy Béard, je me la suis souvent chantonnée, je peux vous dire. Et voilà, bon, ouais, je ne veux pas non plus exagérer. Enfin, je veux dire, chacun aussi peut voir la vérité à sa façon, mais c'est vrai que ce que décrivait, ce que restituait tout à l'heure Brice, lorsqu'il disait que voilà, dans tel conseil des ministres, on se dit telle chose, et puis après, devant les médias, on n'entend pas exactement la même chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, et je n'ai jamais fait ça. Personne, même les gens qui ne m'aiment pas du tout, peuvent dire que j'ai dit une chose dans un cénacle et autre chose dans un autre cénacle. Et donc, c'est décisif que l'éthique du pouvoir soit cette éthique de la vérité, ou en tout cas de ce qu'on pense être la vérité. Et puis sur les lycées professionnels, pas le temps évidemment de rentrer dans le détail, j'en parle là aussi dans le livre, mais sur ce que vous avez dit sur la dévalorisation des diplômes et le risque de dévalorisation conséquente de la parole des professeurs est évidemment en partie vrai. C'est quelque chose qu'il faut aussi un peu mettre en perspective. C'est pas anormal qu'à la fin d'un cursus, l'essentiel des élèves ait une forme de certification que représente le diplôme. Mais il faut reprendre à la base la valeur de chacun. C'est le sens de la réforme du baccalauréat, c'était aussi ça. Hein, et le fait d'avoir placé les épreuves au mois de mars, je ne vais pas revenir là-dessus, mais était totalement inspiré par ça, c'est-à-dire prendre au sérieux les examens parce qu'ils conditionnent le passage dans l'enseignement supérieur. Mais on me dit parfois, vous ne faites pas assez de mea culpa dans le livre, c'est sans doute assez vrai, mais j'ai tellement eu d'exocritique que je fais moins d'autocritique. J'ai sans doute tort, mais je veux bien en faire une sur ce sujet, c'est-à-dire si c'était à refaire, je reprendrais plus à bras-le-corps cette question-là. Et voilà, je crois que j'ai... merci. Oui, voilà. Et comment... Je ne crois pas avoir oublié une question, sauf... Ah oui, sur le salaire. J'ai commencé à y répondre tout à l'heure, j'ai un peu voulu relier les questions. Il y a aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait d'avoir eu à lutter sur ça. C'est décisif pour un pays de bien payer ses professeurs. Les pays qui vont bien payent bien leurs professeurs. Et ce n'est pas les pays qui sont en difficulté économique. Singapour paye très bien ses professeurs. Évidemment, on serait en situation de mieux pouvoir le faire si on n'avait pas la situation budgétaire qui est la nôtre. Mais je renvoie vraiment à mon raisonnement de tout à l'heure. Notre pays doit devenir riche de son éducation nationale, quitte à dépenser moins pour plein de sujets qui sont des sujets tonneaux des Danaïdes des finances publiques, alors que restaurer la figure du professeur au centre de la société en le payant très bien, en lui donnant peut-être plus de responsabilité, dans tous les sens de ce mot, c'est-à-dire en le responsabilisant sur toute une série de choses. C'est une des grandes pistes, c'est une des choses que je pousserai beaucoup dans les temps futurs, c'est-à-dire un saut quantique et quantitatif de ce que touche un professeur, des stimulations de carrière d'un professeur, moyennant aussi plus de devoirs et et une incitation à des logiques d'équipe et de responsabilité localement. Je suis très persuadé de cette piste-là. Mais à la fin, si je dois terminer par un mot-clé, c'est celui-là, c'est le facteur humain. Deux écoles très comparables, une peut très bien marcher, l'autre très mal marcher, avec pourtant les mêmes moyens, les mêmes caractéristiques. Dans un endroit parce qu'il y a une équipe, une bonne direction, etc. Et dans l'autre parce que c'est l'inverse. Et donc, le message à la fois inquiétant et stimulant, c'est ce qui compte, c'est l'être humain. Et dans l'éducation, plus que dans tout autre domaine. Et donc, il faut travailler sur cette question du facteur humain. Merci beaucoup.